M'appelle Robin des Bois, je m'en vais par les champs et les bois, et je chante ma joie par-dessus les toits. C'est l'occasion de prendre soin du bois. Vous avez probablement un abri de jardin, si vous vous intéressez aux plantes, bien sûr. Je ne sais pas, ou des mobiliers en bois, ou des volets en bois tout simplement, ou même une maison en bois, genre chalet. Et vous allez voir que là, avec ce produit, c'est une nouvelle vie qui leur est proposée. C'est un produit, comment on peut dire, hybride. Hybride Pourquoi entre hybride la lasure et la peinture. C'est un produit qui va laisser respirer le bois. Ça dépose une couche légère sur le bois. Elle est microporeuse, donc en fait, ça laisse respirer le bois parce que le bois travaille en hiver, travaille en été avec l'humidité, donc il gonfle, il dégonfle, etc. Donc c'est une lasure qui va épouser le bois, qui va gonfler avec le bois, qui va se réduire avec le bois, donc qui ne va pas craqueler. Et c'est vrai que c'est le moment de lazurer, entre guillemets, tous les mobiliers de jardin. Vous avez les carports. Ces abris, là. Ils sont très très bien. Donc, parce que le bois, c'est vraiment tendance au jardin. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses en bois, des tables de jardin, des carports pour protéger sa voiture, des chalets de jardin, comme vous l'aviez dit, des extensions de maisons en bois. Le bois, c'est vraiment de plus en plus connu. On a déjà fait une chronique sur les abris. Non. Il y a très longtemps. Mais on pourra en refaire une, parce qu'il y a pas mal d'innovations. Ça a bien progressé depuis le temps, non? Oui, parce que le bois maintenant est autoclavé, c'est-à-dire qu'il est traité de manière à ce que il peut vieillir avec le temps, c'est-à-dire qu'un bois qui n'est pas traité va devenir grisâtre. Oui. En revanche, si on met une lasure dessus, il va conserver, selon le type de lasure, sa couleur d'origine. C'est ça l'intérêt. Donc voilà. Donc c'est le moment de le faire. Il faut poncer et il faut bien sûr lasurer. Regardez. Rénover, protéger et décorer tous les bois grisés, c'est le challenge de cette lasure. On l'utilise dans toutes les positions. Cette nouvelle lasure, c'est vraiment un produit hybride qui va avoir les avantages de la lasure tout en ayant les avantages de la peinture. Donc on va pouvoir masquer les défauts du bois mais garder le veinage apparent. Donc c'est tout à fait dans les tendances actuelles de la décoration et de la protection du bois. Elle est recommandée aussi aux bois fortement exposés comme le bord de mer ou la rigueur de la montagne. 11 teintes sont disponibles et pour l'application, il faut appliquer sur un bois propre, sec et sain comme on a l'habitude de le dire. Donc si vous avez des mousses, il faut les ôter. On peut appliquer directement sur une ancienne lasure sans besoin de décaper. Mais si vous avez une ancienne peinture ou un ancien vernis, là il est conseillé de remettre le bois brut à nu. le ponçage se fait à sec, plutôt à la ponceuse, en utilisant des disques abrasifs de plus en plus fins en plusieurs passages dans le sens du fil du bois. La ponceuse doit toujours travailler à plat, sans jamais effectuer de pression sur la machine. On passe ensuite la lasure. Il suffit de poser 2 à 3 couches et on offre des durabilités jusqu'à 12 ans avec un entretien régulier pour garder le beau niveau de satin. La lasure remplace avantageusement les peintures bois en laissant apparaître le veinage du matériau. Elle permet d'augmenter la résistance du bois et des écarts de température. L'esthétique du matériau est complètement transformée. Son adhérence sur le bois garde un film souple qui accompagne les variations du bois. Cette lasure va s'inviter dans tous les éléments de la maison et du jardin, donc que ce soit des volets, des bardages, des bacs à fleurs, là où vous voulez décorer. Sur une table, plutôt en zone protégée, mais en effet, ça vous amène la couleur et la décoration dans tout l'univers de la maison. Une lasure qui sèche rapidement. Laissez 2 heures entre 2 couches et comptez 12 heures pour un séchage complet. Le petit plus, avec 1 litre, on couvre jusqu'à 3 mètres carrés. Le monde entier. C'est pas mal ça. Ah bah oui, un avant-après spectaculaire. Ouais. Ce qui est intéressant à savoir pour la lasure, attention, ce n'est pas une peinture, donc ça ne recouvre pas totalement le bois, et ce n'est pas un traitement du bois. Ça ne va pas traiter les xylophages, donc les insectes qui vont boulotter le bois. Ouais. Donc la lasure, c'est vraiment un élément uniquement décoratif. Et attention, on ne la pose pas sur des surfaces généralement horizontale, on pose toujours une lasure sur une surface verticale. Pourquoi ? Parce que la lasure, elle farine, c'est-à-dire qu'en vieillissant, elle fait une sorte de petite poudre farineuse. Donc pour l'intérieur, c'est déconseillé. On ne prend pas de lasure horizon. Et ça permet de voir la veine du bois. C'est ça. Vous avez une couleur, mais la veine du bois reste présente. C'est pas une peinture qui est plaquée dessus, du coup on voit plus le bois. C'est pas recouvrant. C'est recouvrant en laissant respirer le bois et en laissant remarquer les veines du bois. Qu'est-ce que vous diriez? Merci beaucoup, à tout à l'heure. Restons
restauré, remasterisé, comme on dit, ou pas? Oui, William, c'est oui. ça. Alors le terme, j'y connais rien, mais c'est restauré en 4K. 4K, apparemment, c'est une technologie. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'avoir vu, ce film, mais c'est incroyable le lifting qu'il a reçu. Ah ouais. C'est extraordinaire. Vous allez voir les images formidables. Donc il y a un coffret, La Grande Vadrouille, donc pour les 50 ans. C'était il y a 50 ans pile poil, William. Début décembre 66, sort La Grande Vadrouille en salle. Alors vous avez dans ce coffret le film en DVD, le film en Blu-ray, un documentaire de 52 minutes où ils sont retournés sur les lieux du tournage, un peu partout, et puis un fascicule, un livret de 60 pages, avec notamment les critiques de l'époque. Alors, au moment où sort La Grande Vadrouille, il y a la pression sur les épaules de Gérard Houry, parce qu'un an et demi plus tôt, il a fait Le Cornio. 5 millions d'entrées. Ça a cartonné, 5 millions en 65, c'est un carton. Et donc, les gens attendent, est-ce que ça va être une suite? Est-ce que ce sera différent? Est-ce que ce sera mieux? Je pense qu'on peut dire que ce sera mieux, évidemment. 17 millions d'entrées, plus de 17 millions d'entrées. Jusqu'à Titanic, dans les années 90, c'était le film qui avait réuni de plus de spectateurs en salle. Absolu. Il y a des bonus, alors? Il y a des bonus, je vous l'ai dit, donc un livret, un documentaire de 52 minutes avec des témoignages. Et nous avons rencontré donc Daniel Thompson. Évidemment, la fille de Gérard Houry, la fille du réalisateur, qui a collaboré pour la première fois sur ce film en 66 Mais au elle scénario. était toute petite à l'époque. C'était un enfant, évidemment. C'était un enfant. Donc, scénario était signé Marcel Julian, Daniel Thompson et Gérard Houry. Donc, regardez les extraits, évidemment, dans le reportage. Ce sont les extraits restaurés, évidemment. Regardez. Évidemment, c'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi? Que vous me prêtiez vos souliers. Bah, vous chaussez du combien? J'ai dû comme vous. Ah bon? Bonjour Daniel Thompson. Bonjour. Nous fêtons un bel anniversaire, les 50 ans de La Grande Vadrouille. Comment vous expliquez que ce film n'ait pas pris une ride? Je pense, ayant revu cette magnifique version qui a été bien sûr retravaillée, qui est splendide, je trouve que la mise en scène de mon père est très contemporaine, très élégante. Vraiment, je suis épatée quand je regarde ce film, de ce travail-là. Je m'excuse, hein? Sabotage! Je vous ai taché! C'est un film, finalement, qui est pendant la guerre, mais qui est complètement dans la non-violence. Ouais. Et pourtant, il y a un énorme suspense, et il y a la notion du danger. Il y a le danger, mais il n'y a pas la violence. Ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que le film est tellement familial et joyeux. Ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Mais moi non plus! Ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas! Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Les gags eux-mêmes étaient très écrits. Alors il y a eu quelques accidents de parcours magnifiques, comme la fameuse scène où effectivement il lui tombe sur les épaules. Ah oui, ça, quand De Funès est sur les épaules de Ça s'est Bourvil. passé, c'est un hasard du tournage. Il se trouve que tout à coup les chiens sont partis, il s'est retrouvé sur ses épaules Et votre père a laissé tourner, en fait. Il a laissé tourner, ce qui est miraculeux. Puis après il s'est dit c'est génial, donc ils l'ont refait comme ça. Arrêtez! Arrêtez! Pourquoi voulez-vous les faire arrêter? Pour vous descendre, pardi. On est très bien comme ça. Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Allons, ne perdons pas de temps à bavarder. Allez, en avant, allons! Que diriez-vous du tandem de Funès-Bourvil dans les films de votre père? Magique, deux natures tellement différentes. C'est très curieux parce que dans la vie, ils étaient différents aussi, mais alors pas du tout de la même différence. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on voit dans les films, De Funès était quelqu'un de très posé, de très calme. Ça fait 3 fois que vous me faites ça. Mes souliers, mon vélo. Oui, qu'est-ce que c'est? Allez, un peu sur votre gauche, là-bas. Hein, vous croyez que c'est par là? Et... Ah, très bien. Et en fait, Bourvil, au contraire, un personnage très extraverti, totalement joyeux, n'arrêtant pas de raconter des histoires drôles. Vraiment deux natures complètement différentes. Et puis au cinéma, finalement, il joue un petit peu l'inverse. Vous m'avez entraîné ici, c'est pour retrouver la fille du guignol! Oh, je vous en prie, hein. La fille du guignol! Je vous interdis de toucher à la fille du guignol. Ah, puis j'en ai jusqu'à là, vous, hein. Débrouillez-vous, hein. Les gens le savent peut-être pas forcément, Daniel, mais ce bel anglais, donc Macintosh, Mike Marshall, c'était le fils de Michel Morgan, la compagne de votre papa. Don't move. Qu'est-ce que vous dites? Ne bougez pas. Yes. Il a illuminé ce film également. Il était magnifique avec ses grands yeux bleus, Ouais. il était splendide, c'était un joli rôle. Ouais. Et en plus, voilà, toute cette séquence où il était obligé de se déguiser en fille, où il était magnifique aussi en fille. C'est vrai que tu fais le trottoir comme ça. Ouais, oui. ouais. Mais qui êtes-vous? N'ayez pas peur, on vous veut pas de mal. Il m'interrompt tout le temps, il tousse, il crache sur Nice et il tousse, il crache sur Nice, voilà.
Merci beaucoup, Daniel Thompson. Merci à vous. Il n'y a pas d'hélice, hélas. C'est là qu'est l'os. Il n'y a pas d'hélice, hélas, c'est là qu'est l'os. But alors you are French, William? But alors Si, you are c'est French. merveilleux. Oh bah ça. merde, alors you are Oh French. là là, mais Ah oui, c'est ça. Mais c'est ce qui est magique, William. On était tous encore en train de rire ce matin, quoi. On connaît par cœur ce film. Oui, c'est non, toujours sauf aussi qu'il faut, efficace. il faut montrer ça à une jeune génération qui. Ne vous inquiétez pas, vous savez que maintenant, ça, on se transmet ces films-là. Donc c'est chez Studio Canal, La Grande Vadrouille en coffret, le DVD, le Blu-ray, le documentaire et le livret avec toutes les critiques et les articles de l'époque. Merci beaucoup. On fait un point sur le compteur et bien d'autres choses qui se passent sur le web aussi avec Laura. Bonjour William. Bonjour. Oui, un petit point compteur, on en est à 5 678 598 €. Donc mobilisez-vous, il faut faire un don tout de suite 3637 et si vous le faites par internet, c'est encore mieux. Et j'ai une petite combine à vous donner. Si vous faites un don avec PayPal, eh bien, c'est 5 € de plus qui sont reversés parce que PayPal verse 5 € pour chaque don effectué. Donc nous, on a fait un petit défi. Au lieu de faire un seul don pendant les 30 heures, vous en faites 5, 6, 7, 8, vous voyez. Avec PayPal, comme ça, ils vont être obligés de donner beaucoup. Donc voilà, allez immédiatement sur téléthon.fr pour faire votre don. Et vous savez qu'il y a plein de choses qui se passent sur Internet, notamment sur le site Draw Online, où on a une vente aux enchères avec des street artistes, des artistes d'art contemporain. Ouais. On a Richard Orlinski qui a mis un gorille en vente qui est déjà à 25 000 €. Et on attend votre lot. D'accord. Ah oui. Bah oui, parce que Sophie Davant a donné un manteau et une après-midi avec elle massage. Nagui a offert une journée entière avec lui. C'est elle qui masse. Un massage avec Sophie. Alors oui, un massage. En fait, non, c'est pas Sophie qui masse. Elle vous invite avec elle vous faire masser. Moi, j'aurais fait ça. Alors, on lui a posé la question. Elle a dit que ça dépendait du montant de l'enchère. Ça dépendait du. Oui, d'accord. Vous voulez enchérir? On va voir. M'intéresse. Vous réfléchissez à votre lot. Hein. Oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Je vais aller trouver ça tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure, Laura. Alors bien sûr, il y a toujours la première étape. C'est pas la plus difficile, mais quand même, c'est le diagnostic des maladies génétiques. C'est pas toujours facile, franchement. Non, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que c'est assez complexe. Hein. Ce sont des maladies, les maladies génétiques, les maladies rares, ces maladies d'origine neuromusculaire dont vous parle le Téléthon, ce sont des maladies effectivement complexes. Il n'est pas toujours facile de poser le diagnostic. Parfois, les familles attendent d'ailleurs longtemps, des mois, parfois même des années avant, de savoir exactement le nom de la maladie dont souffre leur enfant. Et cette attente... Si tant est qu'elle est répertoriée. Si tant est qu'elle est répertoriée. Cette attente, elle est difficile parce que si vous n'avez pas le nom de la maladie, si vous ne savez pas de quoi vous souffrez, vous ne savez pas comment traiter la maladie, vous ne pouvez pas faire de projet parce que vous ne savez pas comment elle va évoluer. Mais vous l'avez dit, 30 ans de Téléthon, c'est 30 ans de recherche qui ont fait énormément progresser les diagnostics. Hein, les diagnostics aujourd'hui sont trouvés généralement de façon plus rapide, beaucoup plus fiables aussi parce qu'il y a eu des progrès, notamment des progrès avec des examens plus performants, des examens d'imagerie médicale comme les IRM musculaires, des examens comme l'électromyogramme qui permet de savoir comment le muscle fonctionne, des tests génétiques plus puissants. Vous savez que depuis 30 ans, les chercheurs ont mis en évidence 4000 gènes responsables de maladies rares. Donc c'est vraiment un changement considérable. Du coup, il arrive aujourd'hui qu'il y a des patients qui ont un diagnostic il y a très longtemps, par exemple il y a 10 ans, 20 ans, on revoit en quelque sorte leur dossier. On peut l'affiner, quoi. Et on leur dit, écoutez, on va vous faire de nouveaux examens. Et pour certains, mais c'est la surprise, c'est la stupéfaction, parce qu'ils ont cru... pendant des années, tout le long de leur vie, qu'ils avaient une certaine maladie, on leur dit non, vous ne souffrez pas de cette maladie-là, vous en avez une autre. Et si cette nouvelle maladie qu'on vient d'identifier, qu'ils avaient depuis toujours, mais si cette maladie-là, elle a un traitement, eh bien leur vie change. Et c'est ce qui est arrivé à Cyril, que vous allez découvrir dans ce reportage. Ce nouveau diagnostic lui a permis de changer de vie et de quitter son fauteuil roulant. On m'a diagnostiqué durant mes premières années une myopathie mitochondriale par des biopsies musculaires. Au fur et à mesure des années, j'ai peu à peu perdu mes forces. Et en 97, donc à l'âge de 13 ans, j'ai eu mon premier fauteuil roulant électrique parce que ça devenait trop difficile de faire les mouvements, de marcher, de me déplacer pour aller au collège. J'aurais besoin de 2 ou 3. En juillet 2008, j'ai été suivi par un nouveau médecin qui m'a proposé de passer un électromyogramme qui consiste à envoyer des stimulations électriques dans les muscles
pour un peu voir s'il pouvait y avoir une possibilité d'un nouveau diagnostic. Et en fait, en quelques minutes, un nouveau diagnostic a été posé. Je n'avais pas une myopathie mitochondriale, mais en fait un syndrome myasthénique congénital, qui est un autre type de maladie génétique. Ce nouveau diagnostic, du coup, m'a permis d'avoir un traitement pour me donner des forces musculaires. Ça a été un vrai choc parce que c'est un médicament qui fait effet immédiatement. Du coup, j'avais un peu l'impression d'être Superman, en fait. Je pouvais porter des objets, je pouvais marcher, je pouvais, même au niveau de l'expression du visage, un plus grand sourire, écarquiller les yeux, même au niveau de la voix. À un moment, j'arrivais plus à parler et là, c'est vrai que j'ai pu retrouver toutes ces sensations que je ne connaissais plus depuis très longtemps. Bon, alors asseyez-vous. Alors, vous arrivez à marcher sans vous arrêter combien de temps? Ça dépend des moments. Parfois, je suis plus fatigable, parfois moins, mais... Il faut absolument pousser les patients à reprendre le diagnostic, soit parce qu'ils ont été vus il y a très longtemps, à un moment où la pathologie était très mal connue, soit même récemment parce que les techniques évoluent très rapidement et qu'un diagnostic qui ne pouvait pas être précisé l'année précédente peut l'être actuellement. Avant, vous ne pouviez pas les lever. Ah non, non, c'était pas plus que ça. On a vu pour les syndromes myasthéniques congénitaux qui étaient, dans la plupart des cas, pris pour des myopathies incurables, combien le traitement a changé leur vie. Pour les myopathies métaboliques qui peuvent encore être prises pour des maladies très chroniques sur lesquelles on ne peut rien faire, les diagnostiquer précisément permet de corriger l'anomalie et donc de leur offrir une amélioration considérable. Peu à peu, j'ai pu remarcher complètement et par exemple prendre le métro, les transports en commun. Vis-à-vis de mon travail, pouvoir faire toutes les tâches qui me sont allouées beaucoup plus facilement. Ceux qui m'ont jamais connu en fauteuil, du coup, ne se rendent même pas compte que j'ai été en fauteuil avant, puisque mon handicap ne se voit quasiment plus. L'avenir pour moi est sans fauteuil, ça c'est sûr. Sans fauteuil, sans fauteuil. C'est Histoire incroyable. Ah ouais. Quand on voit un truc pareil, oui, ça vaut le coup. Allez, 36-37, franchement. Hein. Voilà. Bon, pas de faux espoirs non plus, parce que tous Non, les bien sûr, patients mais voilà. n'auront pas la même Ça histoire peut conduire que à Cyril. ça aussi. Mais bien sûr, ça pousse encore une fois à faire le 36-37 aujourd'hui. Merci beaucoup, Brigitte. À tout à l'heure. Tabac. Qui veut goûter mon mocha café? Tabac. Qui veut un cigare extra? Café. Tabac. Après merveilleux repas, y a bon café. Alors, cette école n'a rien de banal, Anissa. Même le chef n'est pas banal. Mais surtout, le chef n'est pas banal, puisque déjà, le chef, ça s'utilise sous tous les angles. Chef de l'école et chef parce que c'est un chef, parce que c'est un grand chef et son nom est Thierry Marx, bien sûr. Et c'est vraiment un très grand monsieur, Thierry Marx. Pas seulement derrière les fourneaux, c'est aussi un grand monsieur dans l'âme et dans le cœur. Parce que figurez-vous qu'il y a 5 ans, il a fondé une école qui s'appelle Cuisine Mode d'Emploi. Emploi comme emploi, avec un S à la fin. Et il a créé donc un premier établissement à Paris. Et c'est une initiative, comme on dit, totalement solidaire. Cette école, pour y entrer, en fait, on ne va rien vous demander. On ne va pas vous demander d'avoir de diplôme, on ne va pas vous demander d'avoir de l'expérience professionnelle, on ne va pas vous demander d'argent, et ça, excusez-moi, la gratuité est quand même assez rare pour pouvoir la signaler. On va vous demander d'avoir envie. Par contre, il faut avoir envie et avoir sacrément envie, être hyper motivé, parce qu'effectivement, quand on vous offre autant de possibilités, vous avez quand même, faut y aller. Hein. La formation dure 12 semaines, vous sortez de là avec une formation clé en main, et s'il vous plaît, quelle formation? Gros carton pour cette école, donc il y a 5 ans, il y en a eu une à Paris, et depuis, il y a quand même des antennes qui ont ouvert dans 5 différentes villes de France. Donc c'est pour vous dire, si ça marche bien. Ils ont trouvé un boulot en sortant? Ils sont 94% des effectifs, quand ils sortent de l'école de Thierry Marx, ont un boulot. Et ça, c'est absolument super. Pour le reste, il en parle très bien et on va le laisser lui expliquer tous les rouages de son établissement. Donc c'est bon, tu as fait ta brunoise? Faut que ce soit sucré, mais pas trop. Peut faire mieux, hein. C'est un centre de formation pour des personnes éloignées de l'emploi ou très éloignées de l'emploi, ce qui leur permet en 12 semaines de retourner à l'emploi au statut de commis de cuisine, commis en boulangerie ou commis dans les métiers du service.
Pour les cuisiniers, en gros, 80 gestes de base et 90 recettes du patrimoine culinaire français. Et vous êtes opérationnel à l'emploi au statut de commis de cuisine. Pour la boulangerie, c'est la même chose. Les gestes de base, le façonnage, la mise en cuisson, la fermentation. Et vous êtes opérationnel pour débuter dans les métiers de la boulangerie en 12 semaines. Pour les métiers du service, c'est la même chose. Et venez voir là 2 secondes là. Regardez pourquoi c'est important de savoir tailler une julienne. Là, c'est trop gros, donc ça cuira jamais. Et là, c'est trop fin, donc elle va brûler. Donc la coupe juste, goût juste. L'idée m'est venue tout simplement de considérer qu'il n'y avait pas de quartier fait pour l'échec ou de personnes faites pour l'échec. Et quand on voulait retourner à l'emploi, il fallait pouvoir y retourner rapidement. Il fallait décomplexifier la formation professionnelle. Et aujourd'hui, le résultat est fort parce que 94% des personnes qui sortent de nos centres de formation sont à l'emploi. Donc aujourd'hui, on est en stratégie d'essaimage parce que sur toute la France, on trouve maintenant des centres cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi et service mode d'emploi. Si tu as peur d'en faire trop en même temps, il vaut mieux que tu les fasses 2 par 2 ou 3 par 3, mais l'important c'est que ce soit bien fait. D'accord. C'est environ 400 demandes par an et par centre. Donc pour gérer les candidatures, eh bien, on s'appuie sur un premier courrier en général, et puis l'audition du candidat, et de s'appuyer vraiment sur la profondeur du projet. Parce qu'il y a un deal qui est fort. La formation est gratuite, mais la monnaie d'échange n'est pas en numéraire, elle est en engagement. Et ça, on y tient beaucoup, pas d'absence, pas de retard. Notre acronyme, il est simple. Rigueur, engagement, régularité. Le passé, on s'en fout. Voilà, tu vois, là j'ai moins de pâte que là, donc je fais attention, tu vois, voilà. Et là maintenant, voilà, délicatement, j'essaie d'avoir quelque chose de bien régulier, d'accord? La soupe, là, comme une tradie. Je suis satisfait parce que l'ensemble des équipes travaillent de façon extrêmement positive. Les candidats que nous avons eh bien, sont extrêmement engagés, donc les résultats sont là. Et voilà. 94 sur 100, c'est formidable. C'est énorme. Très joli score, qui trouve un emploi. Bon, merci Alissa. Merci Thierry Marx. Merci. Allez, avec Laura Duweb, on fait un point sur le compteur. Laura? Oui, immédiatement. Donc, pour l'instant, le compteur est à 5 798 527 €, comme vous pouvez le voir. C'est pas assez, donc il faut prendre votre smartphone, faire un don en ligne. Oui. Parce que faire un don en ligne, c'est encore plus d'argent qui va à la recherche. Pourquoi? Parce que vous évitez tous les frais de paperasse. Directement, l'argent va à l'AFM Téléthon. Et puis, si vous savez vous servir du système de paiement PayPal, c'est encore mieux, parce que c'est 5 € en plus par don effectué. Donc, ou sinon 36-37. Hein, on ne vous empêche pas d'utiliser la vieille école qui fonctionne très très bien. Vieille école. Donc donnez, mobilisez-vous. C'est pas assez. Moi j'ai promis que durant Télématin ça allait exploser. Donc on compte sur nous. Ouais. Bon, et parmi les opérations, oui, alors, il y a le pompon, vous savez, qui est né un peu ici à Télématin, il faut le dire, parce que le slip français, ce sont nos chouchous. C'est votre idée. Donc il faut acheter ce bonnet. Et il est beau, le bonnet de l'hiver. On a même, qui a été voté par les internautes, il y avait plusieurs modèles, et c'est le bonnet des internautes, puisque c'est Génération Téléthon pour ses 30 ans. Vous l'avez fait poser à tous les collaborateurs de Télématin? Je suis en train, j'attends votre pause. J'ai fait poser votre meilleur ami, là, Joe Star. Ah, faites voir. Voilà, il est en haut, là. Ah, ça lui va bien, finalement. Ah, c'est pas mal. Ouais. Moi, j'ai moi-même posé avec mon chat, vous voyez. D'accord. Voilà, il y a Pierre Bellemare, Élodie Gossuin, mais si vous êtes anonyme, vous pouvez poser aussi, et surtout vous poser. Et j'attends votre photo avec le bonnet, je le fais passer à Alan qui vous l'apporte immédiatement pour faire une petite photo. Oui, d'accord. Bougez votre pompon, William. Oui, je vois. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Du sport, mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille, va y avoir. Et quel sport! Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue en ce samedi de Télématin aux couleurs du Téléthon. Et Grégoire Tournon, sportif de Télématin, tous les samedis, mais pas seulement, a testé, comme il le fait en général une fois par semaine, un sport. Alors ça a un rapport avec le Téléthon, pourquoi? Parce qu'on a découvert ce sport au moment des Jeux paralympiques. C'est un handisport et ça s'appelle tout simplement le rugby fauteuil. Quand on les a vus, on s'est dit, mais comment ils font? Ou rugby quad. C'est le nom à l'international. Alors déjà, c'est pratiqué par des joueurs qui sont atteints d'un handicap qui touche les 4 membres. Comment ils font? Je ne sais pas. C'est exceptionnel. Alors déjà, on dit rugby, mais c'est un mélange de hockey, de football américain, de volley, de basket. Oui, il a fallu trouver un terme. Un esprit rugby. Ouais. Ça joue à 4 contre 4 en salle avec un ballon rond, donc il n'est pas ovale, et des fauteuils
particuliers, des fauteuils qui sont carénés, renforcés, parce que les chocs sont très intenses. Voilà, on va sur l'adversaire. J'ai été très impressionné par justement l'intensité physique, l'engagement, le côté stratégique aussi. Il y a vraiment de tout. Pour certains d'entre eux, ils pratiquaient un sport comme ça, qui ressemblait à ça avant ou pas Non, jamais. Non, c'est parce que vous êtes rugbyman avant non, pas du tout. Nous avons rencontré Jonathan Hiverna. Jonathan, c'est le capitaine de l'équipe de France qui a terminé 7e aux Jeux paralympiques. Ouais. Et lui, il est atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth qui touche les nerfs périphériques. Il n'a plus de mobilité dans ses mains et dans ses jambes. Jusqu'à l'âge de 19 ans, il était ce qu'il dit mal marchand. Mais il jouait au tennis de table. À partir de 19 ans, la maladie a évolué, il s'est retrouvé en fauteuil, et là, il a fallu qu'il retrouve un sport, parce que c'est un grand sportif, et il a découvert, il s'est passionné pour le rugby fauteuil. Il est aussi capitaine du Stade Toulousain Rugby Handisport, 6 fois champion de France, 4 fois vainqueur de la Coupe de France, voilà. Ce garçon est exceptionnel, il voudrait devenir joueur professionnel à l'étranger, et il nous attendait du côté de Toulouse, justement, et il nous a dit, voilà, tu vas te mettre dans un fauteuil, tu vas faire du rugby avec moi, un bel essai. Mais qu'est-ce que tu fais, Grégoire? Je joue au rugby fauteuil. Mais ça se joue à l'intérieur, on t'attend tous. Les personnes qui peuvent jouer au rugby fauteuil sont touchées des 4 membres, c'est-à-dire les tétraplégiques et les assimilés. Ma maladie, c'est la maladie de Charcot-Marie-Tooth, type 1A. C'est une maladie qui touche mes nerfs. Du coup, je n'ai plus la mobilité de mes jambes ni de mes nerfs. Le premier exercice que je te propose, c'est de circuler avec ton fauteuil. Je me familiarise avec le fauteuil. Voilà, exactement. Et après, il faut gérer le ballon aussi. Voilà, donc il y a le fauteuil, le ballon et les adversaires à gérer. En fait, je comprends l'utilité des gants, là. Le rugby fauteuil se joue à 4 contre 4. On joue sur un terrain de basket avec un ballon de volley. Le but du jeu dans cette discipline, c'est par tout moyen, avec le ballon sur le genou en le contrôlant, de franchir la ligne d'un but entre deux plots dans le camp adverse. Maintenant, tu vas te faufiler à travers les grilles qui sont juste là. Les grilles des défensifs. Voilà, les défensifs. Et ton but du jeu, ça va devoir tenir 30 secondes sans te faire bloquer. 30 secondes 30 secondes. Facile. Allez. Ouais, ok. Encore. Encore. Il y a 2 sortes de fauteuils. Il y a les fauteuils offensifs qui sont réservés de la catégorie de 2 points à 3,5 et les fauteuils défensifs qui sont réservés pour la cotation de 0,5 à 1,5. Cette cotation, c'est une évaluation de notre handicap, donc qui est cotée de 0,5 à 3,5 pour respecter une équité entre les équipes. Et l'ensemble des joueurs qui forment une équipe doit faire 8 points. Plus on est handicapé, plus le score est faible, et moins on est handicapé, plus le score est haut. Je suis 3 points. Ça a crevé. Ce qu'on va faire, c'est un exercice où on fait une remontée de balle après un but. Ok, donc là on a marqué un but, il faut qu'on aille de l'autre côté. Allez, go, viens, viens là, viens là. C'est génial, hein? Ouais, c'est super sportif. Il faut juste passer l'appréhension des chocs. Exactement. Mais tu vois, ça va avec le dépassement de soi. La durée d'un match équivaut à 4 fois 8 minutes. Les joueurs ne peuvent pas se toucher entre eux. Mais par contre, les contacts entre fauteuils sont très conseillés. Et ils sont vraiment la preuve même de l'engagement physique de cette discipline. Bien marqué, Riyad. Voilà. Pour Riyad Salem. Et Riyad Salem, on n'arrête pas là. Démarque-toi. Cette discipline, elle amène vraiment beaucoup de tension, beaucoup d'engagement. Mais il faut être vraiment très froid dans la tête parce qu'il y a tout un côté stratégique qui se met en place. Et en plus, il faut subir la pression de l'adversaire. Donc tout ça rallié, ça fait que cette discipline est vraiment unique. Ah, mais c'est hyper crevant en fait. J'ai eu l'impression à un moment donné que le garçon dont vous nous parliez tout à l'heure faisait un peu le ménage autour de vous. Comme au football américain, on pousse... Exactement, il va essayer de disperser un petit peu la défense
pour pouvoir se démarquer. Et il a faire une passe. donc le droit de faire ça. Il a le droit. Donc il le rentre dedans. On rentre dedans. On n'a pas le droit de se toucher entre joueurs, mais on peut rentrer dedans. Voilà, Avec la machine. Les fauteuils sont faits pour. Hein, voilà. Je voudrais remercier l'ensemble du stade toulousain Rugby Handisport qui nous ont accueillis. Hein. C'était vraiment une super expérience. C'est magique. Vous voulez les voir? Ils sont Alors Jonathan est à Montauban aujourd'hui pour le Téléthon. Ouais. Et vous pouvez le saluer. Hein. Il va peut-être vous faire une petite démo. Et surtout, il y aura un match c'est le 17 décembre. Ouais. Voilà, leur premier match de championnat. Il faut aller voir ça parce que je m'y attendais vraiment pas. Je pensais pas que c'était. Ah mais ils m'ont pas ménagé. On dit vas-y, on y va. Poum, on rentre dans le tas. Hein. C'est costaud. Bon, bravo les gars. Très bien. Merci beaucoup. Je ne trahis pas un secret de vous dire que les journalistes parisiens, notamment, mais pas seulement eux, ils se régalent en ce moment, si vous le savez. Vous ne dites pas que je vous l'ai dit. Hein. Bon, alors, comment ça va? Et oui, William, ça va très bien. Au théâtre de la vie politique, on va jouer à guichet fermé dans les mois qui viennent. Ah oui, hein. La période qui commence s'annonce aussi passionnante qu'indécise. À peine en a-t-on fini avec la droite, momentanément, sans doute, que la gauche nous accapare. La défection de François Hollande rebat les cartes et chacun se positionne pour récupérer un maximum d'atouts afin de mener la bataille de l'après-Hollande, pour reprendre le titre du Monde. Maintenant que César a capitulé, le jeu consiste à chercher Brutus. Qui a tué le patron? Il y a 3 suspects majeurs, William. Ah, il y a une Valls, petite bande là quand même. Oui, ils sont quasiment, on a fait le compte tout à l'heure, une dizaine à prétendre vouloir y aller. Ah, mais enfin, les prétendants. Oui. Non, mais, oui, mais pas seulement. Il y a les prétendants et il y a les Brutus. Alors, il y a les Brutus, il y a 3 suspects majeurs. Vous avez Valls, Montebourg, Macron. Ils savent tous les 3 que le procès en trahison les guette. Voilà pourquoi ils se sont empressés de saluer l'attitude courageuse de François Hollande. Alors, la lecture du Monde donne une idée assez précise du positionnement tactique de chacun. D'Emmanuel Macron, un ministre qui garde l'anonymat, parce qu'il ne faut jamais insulter l'avenir, un ministre donc, dit que c'est le joueur de Monopoly qui veut aller directement rue de la Paix sans passer par le boulevard de la Villette. Sans passer par la case prison non plus, sans passer par la case vous devez, je ne sais pas combien. Caisse de communauté, Oui, tout ça. Alors, attendez-vous donc dans les semaines qui viennent à ce que les adversaires de Macron le fassent passer pour un usurpateur un peu trop ambitieux et pressé. De Manuel Valls, les amis de Montebourg suggèrent, eux, qu'il est le clone de Hollande. Ils le disent en ces termes. Affronter Hollande ou Valls lors de la primaire, c'est une question accessoire. Il n'en pense évidemment pas un mot. Montebourg se disait sûr de battre Hollande à la primaire, mais là, l'affaire s'annonce un peu plus corsée. Il a donc perdu son meilleur adversaire. Quant aux amis de Valls, ils attendent le feu vert de leur champion pour l'ouvrir. En attendant, silence et tentative de recentrage au sein de la gauche. Le Monde note ainsi que récemment, Valls a repris à son compte l'idée du revenu universel qui était portée jusque-là par la gauche de la gauche. De même, il a adouci ses propos sur la laïcité, appelant, je cite, au rassemblement et à l'espérance plutôt qu'au combat contre les religions, en particulier musulmanes. Ça devient compliqué. Il y aura un mode d'emploi pour tout le monde là? Je ne peux vous le garantir. Tout est en place donc pour que Valls sorte du bois. Son souci, c'est le timing. Il doit respecter un délai de décence, disent ses amis. Mais il doit se déclarer avant le 15 décembre et surtout faire attention à celle qui pourrait lui faire le coup de l'angle mort dans le rétro. Vous lirez dans Le Monde que Ségolène Royal et Christine Taubira brillent en ce moment par leur ambiguïté et que tout cela ne présage rien de bon. Alors, vous m'en avez jeté 2 là. Valls. À la liste 3 et 2, 5, 5 et 4, 9. Alors Taubira, Royal, 9, 10, 11. Oui, ça en ferait... Point d'interrogation. Point d'interrogation. Alors, Valls, quand va-t-il se déclarer? Mystère. Une anecdote pour finir. Valls est à Matignon depuis 3 ans maintenant. Avec le temps, beaucoup de journalistes ont récupéré son numéro de téléphone portable. Or, avant-hier, les très proches de Valls, pas tout le monde, juste les très proches, ont reçu un SMS disant « Manuel Valls change de téléphone ». Vous pourrez désormais le joindre au 06 machin chose. L'ancien numéro sera annulé dans les 24 heures. Il se pourrait donc que ce changement de numéro ait été décidé pour qu'il ne reçoive pas tout à coup ce soir, par exemple, 10 milliards de coups de fil. Dans ces cas-là, le numéro, il est supprimé ou il est attribué à quelqu'un d'autre? Ça, il faut demander à monsieur Parce France que la Télécom, bonne chance ça, à l'autre qui va avoir le numéro. Allô? La Tulu et l'Irelie sont de petits amis heureux et curieux qui vont chercher l'aventure entre les mots de leur lecture. Chaque livre est un voyage. Oui, la Tulu. Il y a des nouveaux paysages. Pour ceux qui ont aujourd'hui entre 35 et 40 ans, la Tulu et l'Irelie, c'était une séquence sur la littérature, figurez-vous, pour enfants, et c'était dans Récré à 2, et vous étiez toute petite.
Voilà, on faisait ça aussi avec Radio. On va s'intéresser aux livres pour enfants, mais alors là, vous avez du choix. Hein. Mais oui, parce que ce week-end, vous savez, c'est le salon du livre de la jeunesse de Montreuil. C'est un endroit magique où vous pouvez emmener vos enfants. C'est comme une librairie géante avec des expositions, des animations. Et en plus, les petits lecteurs peuvent rencontrer les grands auteurs. Et ça, c'est assez magique. Mais pour tous ceux qui ne peuvent pas y aller, je vous ai fait mon choix avec vraiment des pépites. Je vais commencer par Georgia, qui est un conte musical édité par Gallimard Jeunesse et qui vient d'ailleurs de recevoir une pépite au Salon de Montreuil. Une pépite, c'est l'équivalent d'un Oscar, d'un concours. Ah ouais, c'est un prix Nobel, quoi. Un prix Nobel pour les auteurs jeunesse. Et ça tombe bien parce que Georgia a 3 papas. D'accord ? Le premier papa, c'est Timothée de Fontbelle. Timothée de Fontbelle, qu'on découvre ici, qui a imaginé ce conte et ses chansons. Alors Timothée, c'est une superstar de la littérature jeunesse. Il a écrit entre autres Toby Lollness et plein... Voilà, j'entends. Nous, on ne connaît pas forcément son nom, mais tous les enfants l'adorent. Il a vendu quand même 1,2 million de livres dans le monde, dans 30 pays. Et c'est un garçon qui a un imaginaire absolument génial. Là, Georgia, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'une chanteuse, son nom est en haut de l'affiche, elle est très très connue, tout le monde croit la connaître. Mais Georgia a un secret. Ce secret, on va le découvrir. Quand elle était petite fille, un jour, elle a été séparée de ses sœurs, envoyée toute seule dans un grand appartement. Et dans ce grand appartement, elle avait pour amis ses rêves, qui sont des vrais personnages, une bande de joyeux amis. Et un jour, elle entend un violon dans la pièce d'à côté. Et je ne vous en dis pas plus. Ce que j'aime chez Timothée de Fontbelle, c'est que Georgia, comme ses autres personnages, c'est une fêlée. Et comme dit Audiard, les fêlées, c'est bien parce que ça laisse passer la lumière. Il y a un vrai imaginaire, c'est très très joli. Premier papa, deuxième papa, Benjamin Chaud, qui a donné un visage à Georgia. Troisième papa, l'ensemble contraste. Ce sont des musiciens qui ont fait de la musique pour ce conte. Alors après, il y a des chansons qui sont chantées par Albin de la Simone, par Alain Chamfort, par Émilie Loiseau, par Ariane Moffat, et une récitante qui est formidable, c'est Cécile de France. Et vous savez, sa petite voix acidulée marche très bien. Voilà, si vous avez aimé Émilie Joly ou Le Soldat Rose, quel âge ça vous allez adorer. Je dirais à partir de 6 ans. À partir de 6 ans, d'accord. C'est joli et en plus c'est une bonne action parce que le livre est réalisé en soutien avec l'association SOS Village d'enfants, vous savez, qui place des enfants dans des familles d'accueil afin que les fratries ne soient pas séparées. Donc c'est comme si toute une bande d'amis avait mis non seulement leur talent, mais aussi leur cœur pour ce conte musical absolument génial. Un beau livre. J'ai encore le temps de vous dire un mot d'une nouvelle série, Comment le Grinch a volé Noël, du docteur Seuss. Je ne sais pas très bien comment on prononce, mais l'histoire est formidable et l'histoire du docteur Seuss est géniale. C'est un Américain, il est né en 1904 dans le Massachusetts, il travaille pour The Life, il travaille pour Vanity Fair dans les années 50. C'est un mec qui est plutôt bon, dont le travail est très apprécié. Et puis en 1954, il y a une enquête de Life qui prouve que les petits Américains ne lisent pas parce qu'ils trouvent les livres trop difficiles et ennuyeux. Et alors là, Life lance un défi au docteur Seuss. Il lui dit, on vous donne 250 mots de langage vraiment le plus familier et le plus banal. Écrivez une histoire avec. Il va relever le défi. Il va faire tous ses livres, notamment le Grinch, qui est absolument formidable. Le Grinch, c'est un petit personnage qui déteste le Noël. Alors, il va voler le Noël de tous les habitants de sa ville. Il va voler les cadeaux, il va voler les décorations. Eh bien, les habitants, ils vont quand même faire Noël parce que Noël, c'est un esprit, c'est pas seulement des cadeaux et des joujoux. C'est publié au Nouvel Attila. C'est génial parce qu'il y a des trouvailles de langage avec ces 250 mots formidables, et c'est formidablement traduit par Stéphane Carrière au Nouvel Attila. Et je vous parlerai de Marcel, un éléphant que j'adore, la semaine prochaine. Merci beaucoup. J'ai été gourmande. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla
Si je vous dis l'eau de Cologne. Oh bah oui, voilà. l'eau de Cologne. Alors on a l'impression que c'est un produit quoi, qui est plein de poussière, mais pas du tout. Ah au non, fond. pas du tout. Et puis 1727, donc ça remonte loin, en arrière-grand-mère, que cette eau miraculeuse au départ, concoctée en 1693, est reconnue par une académie de médecine. Il y a un brevet pour dire qu'elle est bien cicatrisante et réparatrice. Et ce sont les moyens modernes, et c'est ça qui m'intéresse énormément aujourd'hui, où on parle très heureusement de science, de technologie, de recherche. Voilà que vont se croiser les chercheurs de la beauté et les chercheurs de la science. Car aujourd'hui, on a pu enfin essayer de comprendre pourquoi cette eau de Cologne, la vraie, avait des vertus. Attendez, la vraie, c'est celle de Jean-Marie Farina. C'est exactement. Attention. C'est celle qui utilise 18 plantes officinales distillées, un cocktail de plantes pour créer une odeur à partir d'huile essentielle. Eh bien, figurez-vous que ces huiles essentielles délivrent des messages chimiques. Voilà, parce que la peau a des récepteurs olfactifs. Et ça, c'est une découverte extraordinaire qui nous est expliquée. Regardez. Aujourd'hui, quand on parle de Cologne, on imagine odeur, parfum, Cologne fraîche, etc. Mais en tout cas, on n'imagine pas du tout des vertus réparatrices. Or, à l'origine, eh bien, cette eau de Cologne, qui s'appelait eau admirable, était utilisée plus pour des vertus thérapeutiques, cicatrisantes, réparatrices, que pour des vertus odorantes. Puisqu'on détenait cette recette magique, avec nos connaissances scientifiques d'aujourd'hui, on s'est dit, on va aller rechercher le secret de cette eau admirable. Dans cette eau admirable, à l'origine, il y avait 18 plantes qui étaient officinales et distillées en huile essentielle, qui étaient composées en Cologne. On a eu le plaisir de travailler avec une équipe de chercheurs allemands qui ont fait la découverte qu'il n'existait pas des récepteurs olfactifs au niveau du nez uniquement, mais aussi au niveau de la peau. Donc ça, c'était la découverte majeure. Ce qu'il faut comprendre à travers cette découverte, c'est l'importance olfactive apportée par le mélange d'huiles essentielles, qui sont des molécules naturelles. Seules ces molécules naturelles issues d'huile essentielle vont pouvoir s'ancrer à la surface des cellules de la peau et induire un phénomène de réparation. Donc tous les parfums qui sont d'origine synthétique ne vont pas avoir cette vertu réparatrice. Il faut savoir qu'à l'époque, en fait, tous les rois et les reines utilisaient des produits de notre maison, on était fournisseurs officiels des cours d'Europe. Donc ça, c'est une première richesse. La deuxième richesse, c'est cette eau de Cologne qui s'appelait Aqua Mirabilis et dont on a démontré des propriétés extraordinaires. On a tout simplement réuni les deux. On est allé puiser dans notre patrimoine pour aller rechercher en fait des recettes de beauté qu'utilisaient les rois et les reines à l'époque. Et ça donne un rituel unique. Par exemple, on s'est inspiré des laits virginaux, qui étaient les démaquillants de l'époque, pour créer dans une texture d'aujourd'hui naturelle un masque démaquillant. Deuxième chose, il y avait des vinaigres de beauté, la base de la cosmétique avec des effets thérapeutiques. On en a fait un vinaigre de beauté d'aujourd'hui dans une texture très sensorielle et biphasée. Troisième chose, une hyper concentration en fait des 18 plantes officinales distillées dans un nouveau type de sérum qu'on a appelé double extrait. Et dernière chose, évidemment, on en a fait une crème qu'on a enrichie en fait d'eau florale, puisqu'à l'époque les eaux florales étaient vraiment les cosmétiques des rois et des reines. On est très fiers de cette aventure parce qu'en fait, c'est une nouvelle vision de la cosmétique. On cherche toujours aujourd'hui dans la cosmétique à inventer de nouvelles choses. Et en fait, quand on voit la richesse patrimoniale qu'on a, on voit qu'il y a plein de choses qui existaient déjà dans le passé et qu'on peut réinterpréter et qui correspondent totalement aux besoins des femmes d'aujourd'hui. Voilà, on redécouvre donc ces produits-là. On retiendra aujourd'hui que la peau est un nez, en quelque sorte, qu'elle a ses récepteurs olfactifs qui peuvent donc interagir par le truchement de ces molécules naturelles et créer des messages à l'intérieur de notre corps pour cicatriser et réparer la peau. Donc ça veut dire que quand on veut créer, quand on est une grande marque de parfum française de Cologne et qu'on veut passer aux soins du visage, bien sûr il y a des actifs soins du visage, etc. Mais il y a ce parfum particulier qui lui aussi va entrer en jeu dans la pièce qui se joue. Et ça c'est assez nouveau, c'est très nouveau et c'est passionnant. Et une très jolie marque qui est vendue en pharmacie. Vous avez vu comme c'est joli en pharmacie? C'est joli en plus. Ça fait un peu cadeau. Je ne sais pas pourquoi en cette saison, mais ça fait étonnant, un peu hein, ça. oui. C'est un hasard, évidemment. Mais bon, moi je dis ça que je dis rien. Merci beaucoup les filles. Elle s'habille comme lui, d'un pantalon, d'un blouson,
quand on les rencontre la nuit. C'est bien, Béco, on n'en parle pas assez. Ashtandre Tête de Bois. Mais oui. Et Gilbert Bécaud qui nous a quittés il y a tout juste, le 18 décembre prochain, ça fera tout juste 15 ans. Et oui, mais je trouve qu'on reparle d'un certain nombre de chanteurs et pas assez de Bécaud. Alors il y a quelques hommages, il y a Pascal Danel que nous allons voir dans la fameuse tournée Ashtandre ça serait Tête de bien, Bois. non, parce qu'il avait un beau répertoire. Hein. Gilbert Montagnier qui sort un album, nous vous en reparlerons d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un, c'est totalement injuste. Il est rentré vraiment, ses chansons sont rentrées au panthéon de la chanson française, mais lui, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Il faudrait dire ça aux organisateurs de spectacles. Quelque Effectivement, chose en hommage à Bécaud, ça serait pas mal. Bon, là, il s'agit d'Ashtandre des Têtes de Bois, 10 ans que ça existe. Et avec 26 mars. Il se renouvelle ou il y a des... Vous allez voir, 26 mars 2006, on y était. Souvenez-vous, nous, Télématin, nous y étions. On n'était pas nombreux. C'était à Montpellier, il y avait 300 personnes. 300 personnes dans le Zénith de Montpellier. On se sentait un peu seul, on aurait pu prendre un rhume. On avait de la place, hein, on pouvait s'asseoir tranquillement. Et puis, voilà, il y avait Richard Anthony, il y avait Franck Alamo, il y avait Patrick Topalov. C'était présenté par François de Guelt, des tas de gens qui nous ont quittés en disant, malheureusement, voilà, la vie a fait son œuvre. Et là, 2016, 10 ans plus tard, alors il y a eu des fortunes diverses. Le premier producteur a laissé tomber. Et là, c'est Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes, qu'on n'attend pas du tout dans ce rôle. On le connaît en tant que producteur d'émissions de télévision. Là, il a eu envie de casser sa tirelire. Des artistes sont venus le voir en disant, voilà, on n'a plus de producteur. On est là, on a très envie de chanter. Il y a un public qui est toujours là, qui a toujours envie de nous entendre. Parce que... Et il renouvelle la troupe il a renouvelé la troupe en partie. Sheila, Hugo Frey, Charles Normand, les Roubettes, Au Bonheur des Dames, Oh les filles, c'est bien ça. Linda de Souza. Et surtout, il a mis d'énormes moyens. Ce n'est pas un petit spectacle, c'est un gros spectacle. Il offre à ces artistes que le public n'a pas vu depuis longtemps. Il y a un tout jeune homme de 87 ans et demi, Marcel Amont, qui monte sur les chaises avec le Mexicain Bazané et le sombrero. C'est absolument... Alors, ce qui est très émouvant, vous avez des artistes heureux de retrouver un public et vous avez un public heureux de retrouver ses 20 ans. Regardez, on y était, c'était le 4 novembre dernier à Angers. Ah, nostalgie, quand tu nous tiens, voilà maintenant 10 ans que la tournée Ashtandre remporte un véritable triomphe. Avec pour ce 10e anniversaire, un tout nouveau producteur. C'était un camarade de jeu que j'avais pas vu depuis 20 ans, qui était avec moi à Coucou C'est nous, que j'ai rencontré tout à fait par hasard, il y a quelques mois, qui m'a dit tiens, je suis propriétaire de la marque Ashtandre, je cherche un producteur. On a discuté 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, j'ai dit voilà, il est en face de toi, le producteur. Et le vétéran de cette tournée, 87 printemps s'il vous plaît, c'est lui. Blanc, 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 le cours est là, le bateau blanc qui danse. Entendre des milliers de personnes reprendre Bleu, blanc, blanc, ça c'est une bénédiction. À noter que cette année, même les plus grands ont accepté de participer. Au pays, j'irai voir à son doigt, je passerai. C'est un exercice d'humilité. Là, il faut mettre son ego, le laisser dans la loge. Oui, mais il parle aux oiseaux. Vu les conditions dans lesquelles se passe cette tournée, je ne pouvais pas continuer à refuser de faire cette tournée. Oh les filles, Alors j'avoue que je ne savais pas tout à fait où je plongeais, parce que c'est quand même un énorme barnum. Que c'est beau la vie. Chaque artiste vient faire sa prestation qui va durer 10 minutes, 20 minutes, avec le même track que s'il avait un grand tour à faire. les neiges du Kilimanjaro. Quand j'étais petit, moi, je les entendais dans le poste. Quand j'allais à l'école, Pascal Danel, Kilimanjaro, je me revois avec mon sac à dos. Alors on ressent quoi? On dit, même si je n'ai fait que ça, je l'ai pas mal fait. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie. Ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que les chansons sont neuves quelque part. Quand je chante Les Colifini orchestré par Guy Matteoni, la façon dont il a fait, c'était un rock. Donc pour moi, j'ai l'impression un peu de chanter une nouvelle chanson. Et le Benjamin de la tournée, pour la présentation, c'est lui. On faire un bisou quand même. Je suis le chouchou des mamies, c'est dans tous les journaux, partout. C'est quelque chose que j'ai toujours assumé, que j'ai toujours revendiqué, même si je n'ai pas qu'un public de seniors. Et du coup, je pense que c'était pas idiot de venir chercher quelqu'un que le public présent dans la salle connaissait déjà. On doit respecter le goût populaire. Eh bien, le goût populaire, il est dans les salles qui viennent nous voir pour Ashtandre. C'est la première fois que je fais ça et je suis très content. Des gens heureux.
Lenormand aussi, mais ils sont tous là. Gérard Lenormand, lui, il fait le final. C'est un peu c'est un peu l'invité d'honneur. Mais ce sont tous des invités. Il y en a quoi, d'honneur. une petite dizaine Une bonne petite dizaine. Et alors, vraiment, des gens heureux, la balade des gens heureux, vous avez en moyenne par ville entre 3000 et 5000 personnes heureuses qui viennent, encore une fois, retrouver ce répertoire qu'on n'entend plus beaucoup à la télé, on a à la passé radio. les dates Bien et sûr, les villes. on les a vus durant. Ils sont ce soir à Marche-en-Famenne, ils seront le 7 à Grenoble. Allez les voir, c'est un vrai grand moment, un spectacle familial. Les enfants connaissent les chansons parce que leur papa et leur maman leur ont passé le 45 tours. Enfin, maintenant, on dit quand ils l'ont pas cassé. Exactement. Il y en a qui sont rayés, je le sais. À l'occasion de ce grand week-end de mobilisation pour le Téléthon en faveur donc de la recherche et de la lutte contre les maladies génétiques rares. Avec Laura du Web, on va maintenant vous parler d'une application qui est dédiée aux personnes qui sont en situation de handicap, c'est ça, hein? Exactement, aux personnes qui sont en situation de handicap et qui ont du mal à s'exprimer. Alors ça peut être des enfants ou des adultes qui n'arrivent pas à s'exprimer avec les mots, avec la parole. Et donc quelqu'un a eu l'idée de créer une application. Alors ça existait déjà sous forme de tablette, mais qui coûtait très très cher. Ça coûtait l'appareil coûtait entre 12 et 15 000 euros. Donc on sait à quel point c'est cher pour les familles de financer des tablettes comme ça. Lui, il a créé une application qui est disponible sur le store, qui est beaucoup moins cher et qui va permettre aux enfants et aux plus grands de s'exprimer grâce à des touches avec des icônes et des dessins. Donc ce qu'il a fait est absolument révolutionnaire. Il a d'abord sorti ça en langue anglaise. Ça vient de sortir en langue française. Il est hollandais. Nous l'avons interviewé. Il a tenu à faire l'interview en français. Je vous propose d'aller le voir tout de suite. Bonjour, je suis Élise. Je suis une des voix de Santé des enfants. Prologue2Go permet à quelqu'un qui ne peut pas parler ou ne peut pas s'exprimer clairement avec sa propre voix de communiquer avec une tablette ou une smartphone. J'aime. J'aime. Allez. Au magasin. J'aime aller au magasin. Ça s'adresse à des personnes atteintes de différentes maladies, des maladies bien connues, comme par exemple le syndrome de Down, l'autisme, la paralysie cérébrale, mais aussi par exemple la myopathie et beaucoup de maladies rares. Je ne veux pas aller à l'école. J'ai conçu cette application déjà en 2009 en anglais. What's your favorite book? Plus tard, on a fait espagnol, mais par exemple pour le français, on a travaillé presque une année. On a travaillé avec des orthophonistes et des ergothérapeutes spécialisés dans le domaine de communication améliorée alternative, avec une équipe d'environ 12 personnes. Je t'aime bien. Oh. Ça coûte 250 € et c'est un prix fixe, il n'y a pas un abonnement. Salut! Notre objectif, c'est de donner la parole à tous les enfants et tous les adultes. Les gens peuvent en fait participer dans leur propre vie, ils peuvent s'exprimer leurs besoins, leurs idées. Donc c'est quelque chose qui ouvre des portes très très importantes. Discuter. Discuter avec Christelle. La réaction de famille, c'est souvent être surpris à toutes les choses que leurs enfants ont compris déjà. Parce que souvent, si on ne peut pas arriver à communiquer, on reste une boîte fermée. Et une application comme Prologue2Go, en fait, ouvre cette boîte. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer, l'effet sur une famille. C'est énorme. Ça s'appelle Prologue2Go. Prologue2Go. Mais toutes les infos sont sur le site de Télématin, évidemment. Madame, monsieur, préparez les valises et même les albums photos, parce que c'est parti pour un grand voyage en famille. Ce matin, à l'occasion du Téléthon, nous en profitons pour consacrer ce C'est un monde à la famille et l'on sait à quel point elle est importante pour les enfants malades, entre autres.
Alors, comment est composée une famille type au-delà de nos frontières? Combien y a-t-il, par exemple, d'enfants par foyer? Filles et garçons sont-ils logés à la même enseigne? Bref, à quoi ressemblent les familles aux quatre coins du monde? C'est ce que nous verrons avec nos correspondants du jour, en raison du décalage horaire, vous le savez, avec certains d'entre eux. Toute la séquence qui suit a été enregistrée. Pour nous éclairer ce matin, voici certains membres de la famille. C'est un monde. Arnaud Miguet, qu'on rejoindra à Pékin, vous le voyez en haut à gauche. Alexia Kefala, qui nous attend à Athènes, Fanny Lothaire, notre correspondante en Amérique du Sud, et enfin Franck Genozo, que vous voyez en bas à droite, qui nous donne rendez-vous à Jérusalem. Mesdames, messieurs, à tout de suite. Alors, on s'envole d'abord pour Pékin, où nous attend Arnaud Miguet. Et en Chine, vous allez voir que les liens du sang sont très forts. Là-bas, les parents, les grands-parents, les enfants vivent généralement sous le même toit. Arnaud, est-ce que ça veut dire que chez vous, tout passe par la famille, hein? Bonjour. Oui, bonjour William. La famille ici, c'est tout simplement capital. Pays en chinois d'ailleurs se dit Gujia. Guo pour État ou royaume, Jia pour famille. C'est donc la Chine, le royaume de la famille. Et dans cette famille, une attention toute... Allez, plus vite. Comme tous les lundis, elle a cours de mathématiques avec un professeur particulier. Je veux que ma fille soit la première en maths, mais aussi dans toutes les autres matières. C'est pour ça que j'ai recruté un enseignant, pour qu'elle y arrive. Je trouve qu'à l'école primaire, la chose la plus importante, ce sont les notes. Le cours dure 2 heures et le rythme est difficile à tenir. Pour prendre de l'avance sur ses camarades de classe, Chinyao est directement passé au programme du collège. J'apprends les figures géométriques, le calcul des angles. J'apprends aussi la symétrie, les mètres carrés et les mètres cubes. Elle prend aussi des cours d'anglais, de mandarin, de chant et de danse. Au total, sa mère dépense 10 000 € chaque année pour elle en cours extrascolaires. Ces mamans chinoises qui veulent faire de leurs enfants de petits génies sont surnommées les mères tigres. Une éducation que Yang Jin justifie par un contexte extrêmement compétitif en Chine. Je ne sais pas comment c'est en France, mais à Shanghai, si tu veux que ton enfant aille dans un bon collège, tu dois lui faire passer un test très sélectif. Pour 1000 élèves, il n'y a que 50 places. Et pour donner toutes ses chances à sa fille, Yang Jin laisse peu de place aux loisirs. Voilà, tous mes jouets sont dans ce coffre. Jeux vidéo, télé et tablettes sont proscrits. Je ne joue à aucun jeu vidéo. Maman ne veut pas. Elle dit que c'est pour ne pas m'abîmer les yeux, alors elle ne me laisse rien faire. Une éducation à la dure, en vogue au sein de l'élite asiatique et qui profite aux instituts privés. Dans ce centre, les cours ont lieu le week-end et les salles de classe sont toujours remplies. Le nombre d'inscriptions a augmenté de 30% en un an. Je pense que c'est lié au fait que les parents veulent que leurs enfants sortent du lot. Ils sont encore plus compétitifs. De plus en plus compétitifs, de plus en plus jeunes. Ici, les mamans inscrivent leurs enfants dès 3 ans. La concurrence est tellement rude qu'il faut les faire commencer le plus tôt possible. Ma fille vient ici depuis longtemps, depuis la maternelle. Des enfants qui subissent la pression de leur mère, cette psychologue en croise régulièrement. Cette course à la réussite très répandue en Chine s'explique par des raisons culturelles. Les parents ici se disent que si leurs enfants réussissent, c'est qu'ils sont de bons parents. Et s'ils échouent, c'est qu'eux-mêmes sont en échec. La réussite ou non de leurs enfants montre en fait qui ils sont. C'est pour ça qu'ils les poussent au maximum. En grandissant, certains rejettent cette méthode éducative. Fu Wenyun a été élevée par une mère tigre très sévère. Maman à son tour, elle souhaite éduquer son fils différemment. Ma mère était une mère tigre typique. Elle avait des critères d'exigence très élevés. Dans ma vie et dans mes études, je n'ai jamais eu le droit à l'erreur. Elle était intransigeante. Aujourd'hui, pour mon fils, je veux lui donner un environnement plus libre. Je veux qu'il fasse ses propres choix. D'après une étude américaine, éducation permissive et éducation à la dure seraient toutes les deux efficaces. La réussite de l'enfant dépendrait uniquement de son rapport à sa mère. Bon voilà, évidemment, nous c'est différent, comme vous le savez. On connaissait les mères poules, mais beaucoup moins les mères tigres. Donc Arnaud, on l'a vu, la culture de la réussite prend le pas sur la culture du bien-être.
Et là, on sent bien la différence entre l'Orient et l'Occident. Est-ce que ça veut dire que les jeunes Chinois sont meilleurs élèves que les autres, quoi? Oui, William, en tout cas, ça se remarque au niveau de l'éducation supérieure. Dans tous les classements des universités, les universités chinoises comptent parmi les meilleures. C'est valable pour les classements PISA, mais aussi pour les classements de pays émergents, où les universités de Pékin et de Shanghai sont en tête de liste. Cela fait partie de la culture confucéenne. L'éducation est primordiale. Les mère-tigres ont probablement de beaux jours devant elles. Oui, c'est sûr. Alors, si vous avez envie de devenir une mère-tigre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup, Arnaud. À bientôt. Alors, nouvelle étape maintenant, cap sur la Grèce. Et là-bas, le roi, que dis-je, le dieu grec, bien sûr, de la famille, c'est le fils. Tout est centré sur le petit chéri. Si bien que les filles sont reléguées au second plan. Alors, Alexia, pardon, mais c'est une mentalité un peu rétrograde, non? Vous savez, les temps ont changé depuis l'Antiquité, non? Bonjour. Bonjour William, oui je comprends, vous avez tout à fait raison, ça peut choquer, mais il suffit de voir le CV des ministres de l'actuel gouvernement. Alors certains ministres, après, d'ailleurs c'est un gouvernement où il y a très peu de femmes comme le marché du travail, donc certains ministres après leur diplôme ou leur expérience professionnelle, eh bien inscrivent en bas mariés et père de 2 enfants et d'une fille. Oui, ça peut choquer, mais alors l'enfant c'est le garçon, jusqu'à récemment en tout cas c'était donc l'enfant roi. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, c'était toujours celui qui était chéri. Pourquoi? Eh bien, parce que encore aujourd'hui, dans certains villages, eh bien, l'enfant peut reprendre l'entreprise familiale, peut devenir prêtre ou encore Premier ministre. Et oui, William, on est loin d'avoir une femme Premier ministre en Grèce. Non, mais c'est parfaitement injuste cette affaire. Vous imaginez ça ailleurs que dans votre pays? C'est très cruel en plus pour la fille, non? Oui, non, je vous l'accorde, William, c'est effectivement cruel. Mais même si c'est plus très actuel, il faut savoir que jusqu'à encore récemment, la fille ne travaillait pas, elle restait à la maison, elle aidait la mère aux tâches de la maison, tout simplement. Il fallait donc la marier, la doter, donc lui fournir une dot, et puis effectivement s'assurer qu'elle s'occupera des vieux jours, non seulement de ses parents, mais aussi de sa belle famille. C'était cruel, mais maintenant les chances ont changé. Donc les jeunes filles font des études, elles sont indépendantes, elles travaillent, même si beaucoup encore dans des villages, dans des communes, cumulent le travail plus s'occuper des vieux jours de leurs parents. Alors je vous rassure, la dot n'existe plus, mais tout de même il y a une tradition, comme on va pouvoir le voir dans ce reportage que nous avons réalisé à Chypre. Chypre, pays frère de la Grèce, où il y a encore le poids des traditions. Alors dans les grandes villes ça évolue, mais pas dans les villages, ça évolue beaucoup trop doucement. C'est un reportage réalisé avec Haris Katsiyanis. Ce film des années 60 a fait exploser le box-office de l'époque. L'acteur principal, Thanasis, doit marier ses 6 sœurs pour pouvoir épouser sa fiancée. C'est la coutume, il ne peut y échapper. Tu es notre frère, tu dois nous nourrir, nous loger et nous trouver un mari. Il va donc tout faire, cumuler les petits boulots, supplier ses amis d'épouser ses sœurs dans un temps record. Une photographie parfaite de la société hellène qui fait encore sourire aujourd'hui, mais qui laisse des séquelles à certains. Mon amour, tiens-moi la main. Angelica, elle, a été dès l'enfance traumatisée. 2 de mes oncles ne se sont pas mariés parce que mes tantes ne trouvaient pas de conjoint. Une génération perdue. Moi, ça m'a dissuadée de me marier. Il n'y a plus de dot aujourd'hui parce que depuis la guerre à Chypre, on sait qu'on peut perdre facilement une maison, donc on mise sur les études. Mais dans le couple, c'est la fille qui apporte l'appartement conjugal. Derrière les décors de cartes postales de Chypre, ses plages réputées dans le monde entier et ses vestiges préservés, il y a tout de même une tradition qui perdure depuis des siècles dans nombre de foyers. Si Angelica est une exception et n'a rien respecté, son oncle Andreas, lui, a un avis différent. Moi, je voulais un fils. Ma femme le savait. Et au moment où elle a accouché, elle m'a dit « Voici ton roi ». C'est la transmission qui compte dans la tradition. L'aîné a pris le prénom du père d'Andreas et le petit, celui de mon père à moi. Ça existe encore. Je pense que nos parents étaient plus sages. Maintenant, les parents ne respectent plus autant les traditions. Tout ce qu'ils font, c'est étouffer leurs enfants. Ils entrent dans la vie personnelle du couple, se mêlent de tout et tout le temps. Et les divorces explosent ici. Quand la famille se retrouve autour d'un thé dans l'après-midi, ce sont 2 générations qui s'affrontent, tout en douceur. La société, à mon époque, les aurait clairement rejetés.
Oui, ma nièce et mon neveu ne se sont pas mariés. Et même aujourd'hui, on évite de le dire à nos amis. Parce que les rumeurs commenceront et diront qu'il va la quitter un jour et qu'elle se retrouvera seule avec l'enfant. Vous comprenez? Et l'enfant, ils diront que c'est un bâtard. Johanna persiste et signe. Derrière leurs aspects modernes, les parents d'aujourd'hui sont trop envahissants et pas assez fermes. On est indépendant, mais on fait comme les autres. Si la maîtresse gronde l'enfant, on va la voir, ce n'est pas normal. Certains font une révolution à l'école. Pas maintenant, on boit notre thé. Je ne céderai pas. Il n'aura pas de biscotte parce qu'il fait un caprice. Pourtant, quelques minutes plus tard, la mère chypriote se laisse conquérir. Alexia, est-ce qu'il y a une typologie de la mère chypriote, comme celle qu'on vient de voir là, comme on parle parfois, vous savez, des mères juives, par exemple? Oui, alors il y a la mère chypriote, la mère grecque aussi, qui est de plus en plus protectrice. Et c'est ce qui angoisse quelque part les experts, parce qu'on l'a vu dans le reportage, et ils protègent vraiment leurs enfants, ils veulent s'investir tout simplement, donc ils se mêlent de tout, que ce soit à l'école, il faut qu'elles viennent à la sortie de l'école leur apporter leur propre repas, ou alors se mêlent des études, se mêlent du couple plus tard, on l'a vu aussi, ça peut mener à des divorces, mais surtout les enquêtes montrent que de plus en plus d'enfants tardent à couper le cordon ombilical. Résultat, près de la moitié des 30-45 ans vivent encore chez leurs parents. Oui, mais on voit bien que ces jeunes sont quand même connectés, ils sont modernes, ils sont partis étudier à l'étranger, on le sait ça. Alors qu'est-ce qui bloque l'évolution des mentalités? Ce qui bloque, en fait, c'est surtout ceux qui restent ici, en Grèce ou encore à Chypre, dans les communes, dans les villages, bien entendu, dans les capitales, ça évolue. Mais pareil, il reste quand même le regard des autres. Et en fait, ce regard des autres vient notamment du fait que l'Église et l'État ne sont pas séparés. Il y a quand même le poids de l'Église et ce mariage religieux qui doit être perpétué. Pourquoi? Eh bien, parce que 97% des Grecs sont encore orthodoxes. Il y a donc un poids. Et donc, pas seulement l'Église, mais surtout les interprètes de l'Église imposent le mariage, les usages et tout ce qui va avec. Et c'est la raison pour laquelle, William, eh bien, la société tarde à évoluer. Merci beaucoup, Alexia. Je peux vous poser une question qui n'a rien à voir avec le sujet du jour. Votre Premier ministre, il s'appelle Tsipras. Oui. On dit Tsipras. On dit Tsipras, oui. Mais son épouse, on va l'appeler Tsipras, sans le S. Mais vous appelez Kefalas. Et pourquoi on vous appelle Kefala? Pourquoi on vous enlève le S? Oui, parce que voilà, c'est encore l'une des règles qui existent en Grèce. L'homme prendra un S à la fin, mais la femme est un peu, alors quelque part, attention, toute proportion gardée, William, un peu le diminutif de l'homme, donc on lui coupe le S. Donc le féminin, voilà, c'est toujours, voilà, pour Madame Tsipras, ce sera Madame Tsipra. Ouais. Et pour moi, ce sera Kefala. Ouais. Bon, les filles, rebellez-vous, hein. Oui, il y a du travail. Il y a du travail, William. Oui, on vous aidera. Merci beaucoup. Allez, bonne chance. Merci, William. Au revoir, Alexia. À très bientôt. Petite pause chez nous à présent. Dans la famille du web, je demande Julia. Et vous allez voir que la famille chez nous est devenue un vrai marché sur Internet. C'est plutôt quoi? C'est récent, non? Oui, un marché financier non négligeable, mais relativement récent. Vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on va trouver concernant nos familles sur Internet? Nous allons trouver du coaching. C'est ce qui va très très bien marcher. Aujourd'hui, on se coach pour tout. Et bien, on se coach pour la famille, en tout cas pour l'organisation de cette famille. Donc, on va trouver beaucoup de sites d'aide au planning, William. Gestion du budget, gestion des gardes, des activités. On va trouver des choses comme Family Facility ou cette appli qui s'appelle Planiclick, très prisée dans les familles, qui va planifier et centraliser en un seul endroit toutes les activités et les horaires de chacun. Alors, il faut savoir aussi, William, que Internet s'invite vraiment dans la famille et du coup va représenter un nouveau défi éducatif. Il va carrément changer la communication et les modes de détente dans une famille avec tous ces écrans dans une même maison. Aujourd'hui, nos enfants passent 900 heures à l'école et 1200 heures par an devant des écrans. Donc, même s'il existe sur Internet, comme on l'a déjà vu, des sites et des conseils pour la sécurité de nos enfants sur Internet, aucun système technique de contrôle ou de filtre ne remplacera jamais le dialogue de responsabilisation de votre enfant à l'usage du web. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez des sites à nous conseiller pour, je ne sais pas, bien organiser sa vie de famille pour tous ceux
qui n'auraient pas d'idée à ce sujet-là. Alors, pour tous ceux qui n'auraient pas d'idée à ce sujet-là, il existe, oui, des sites totalement consacrés à la famille, comme celui-ci, easytribu.com. Sur ces sites, on va se rencontrer entre familles. C'est des sites communautaires pour échanger sur son expérience. Alors, évidemment, ils ne s'engagent pas à vous sauver la vie, mais ce sont de très bons conseils dans tous les domaines. Alors, vous avez easytribu, vous avez myfamily, qui est très, très bien aussi, .com. Les parents vont se tourner vers ces sites vraiment pour parler, pour discuter, pour échanger. Et vous avez celui-ci aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle 3etplus.com. Alors comme son nom l'indique, là pour le coup c'est pour les familles nombreuses. Moteur de recherche, idée, vous allez pouvoir avoir tous les bons plans pour pouvoir trouver des choses quand vous êtes plus que 3. Très bien, bonne chance. On reprend notre voyage à travers les familles dans le monde, direction l'Amérique du Sud maintenant. Alors c'est un continent très catholique, vous le savez, où la famille occupe une place capitale. Et voilà un exemple, en Colombie, où nous attend Fanny Lothaire. Et dans ce pays, un poquito macho, faut bien le dire, les traditions sont très solides autour de la famille. Et alors il y en a une en particulier qui consiste à célébrer le passage à l'âge adulte. Alors, ça ne concerne pas les garçons, mais les filles. Alors, Fanny, c'est une étape majeure, je suppose, dans une vie ? Oui, la quinceañera, comme on dit ici, c'est la fête que toutes les familles colombiennes attendent, les 15 ans de leur fille. C'est une fête pour laquelle les parents se ruinent pour la célébrer, qu'ils en aient les moyens ou non. Nous avons suivi la famille de Valentina dans tous ses préparatifs, une famille très traditionnelle. Vous allez voir, c'est une fête qui révèle les différences d'éducation entre les filles et les garçons en Colombie. C'est un reportage réalisé avec Nolwenn Hervé et Harold de Grenouillot. Dans la banlieue de Bogota, la journée de Valentina commence au salon de beauté. Chouchoutée pendant 3 heures, du massage au vernis, en passant par le maquillage, un rituel important pour célébrer les 15 ans en Colombie, la fameuse quinceañera. C'est le jour où on te traite comme une princesse. Les 15 ans pour une fille colombienne, c'est très important. La lumière est sur toi, toute l'attention est sur toi. S'il te plaît, reste naturelle. Pour l'occasion, une photographe a été embauchée, indispensable pour saisir à jamais ce moment girly. Des élites aux classes populaires, cette tradition latino de la quinceañera est à l'origine empruntée au rite précolombien de passage à la puberté. Vous êtes tous prêts? Puis perpétuée sous la colonisation espagnole. Voici ma tante, mon cousin et ma cousine. Aujourd'hui, la quinceañera est surtout l'occasion de rassembler cette famille très soudée et croyante. D'un côté les femmes, de l'autre les hommes. Valentina pose en petite fille parfaite, ajustant sa robe, pendant que son frère et son cousin, eux, jouent à... Plante contre zombies. C'est une célébration seulement pour les filles. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Une éducation très traditionnelle revendiquée par les parents, médecins militaires issus de la classe moyenne. Le protocole est ici très important. C'est Jimena, la maman, qui habille sa fille. Les familles colombiennes sont très traditionnelles. En Colombie, on vit encore dans une société très machiste. Les garçons deviennent des hommes au fur et à mesure, ils sortent quand ils veulent, ils sont libres. Alors que les filles, non. Elles sont plus réservées, plus fraternelles. C'est ma petite fille qui devient femme. Il faut accepter ce changement. Il ne faut pas pleurer. Un rite au machisme revendiqué, pour lequel la famille Guzman a économisé pendant 1 an. Une salle privée pour recevoir la centaine d'invités, un DJ, un service traiteur et de photos. La quinceañera assoit le statut social de la famille. C'est le 2e poste de dépense des parents colombiens après le mariage de leurs enfants. 1 000 € en moyenne pour l'événement. Le protocole, c'est que le papa la fasse danser et ensuite on ouvre le bal. Jimena et son mari ont beaucoup investi dans l'éducation de leurs enfants inscrits dans une école privée. Jusqu'à ce soir, Valentina n'avait pas le droit de sortir avec des garçons. Elle est officiellement introduite en société par des chaperons, des jeunes hommes de confiance un peu plus âgés. C'est aujourd'hui que vous l'autorisez à avoir des petits copains? C'est implicite. Mais je suis très, comment dire, très conservateur. Mais on lui a inculqué de bons principes, de bonnes valeurs, et on espère qu'elle s'en servira dans sa future vie d'adulte. Sorte de rallye, de bal des débutantes, la quinceañera est répandue sur tout le continent, du Brésil au Mexique. Un succès latino qui fait grincer des dents les féministes, mais un rêve pour les jeunes filles comme Valentina, qui permet de perpétuer l'éducation traditionnelle de génération en génération.
Quinceañera. Merci beaucoup, Fanny. À très bientôt. Retour en France à présent avec Isabelle Martinet. On va s'intéresser à l'évolution de la famille, mais chez nous cette fois-ci. Alors, comment se porte la cellule familiale ici en France ? Alors, sur le fond, rien ne change. La famille est toujours l'unité de base de la société, Ouais. le premier groupe au sein duquel on se construit. La famille a un nom, un domicile, un patrimoine, Ouais. et elle crée légalement un devoir de solidarité entre ses membres. Nous avons en France 8 millions de familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans. D'accord, ça c'est sur le fond, vous avez dit. Absolument. Et la forme, si on la compare Alors là... à la famille des années, je sais pas, années 60, tiens. Eh bien, c'est tout à fait autre chose. Il faut quand même avouer qu'en 50 ans, le modèle traditionnel a pris du plomb dans l'aile. Aujourd'hui, pour 55% des Français, la famille reste ce qu'il y a de plus important après la santé, même si cette dernière n'est plus systématiquement constituée d'un père, d'une mère et de leurs enfants. Traduction, le foyer recomposé ou homoparental s'est développé. Quant à la famille monoparentale, elle a quasiment triplé en 50 ans. Et puis, d'autre part, eh bien, on se marie moins et plus tard, ou alors on se pacte, ou alors on vit en union libre. 50%, désolé, des couples se séparent. Certains se remarient entre guillemets. 50% 50% en moyenne, hein, en particulier dans les grandes villes. N'oublions pas la contraception qui a permis d'avoir des enfants désirés et conçus aux alentours de 30 ans. Et puis enfin, les mamans travaillent aujourd'hui. Donc rien à voir avec les années 60. La structure de la famille s'est libéralisée. Là, regardez, divorce, c'est 4 fois plus de divorces qu'il y en avait en 1960. Ah, mais tout à fait. Autrefois, on Plus de 4 fois hésitait plus, à divorcer. Aujourd'hui, on n'hésite plus. Parce que il y a de plus en plus de familles recomposées. On se refait une autre vie. On refonde une autre famille. Bon, et comment a évolué la place de l'enfant donc au sein de cette famille en mutation? Ah, c'est vraiment ça, en mutation. Alors l'enfant, il peut sembler, paradoxalement bien sûr, un peu déstabilisé au sein de cette nouvelle structure, et pourtant, il occupe une place de choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Autrefois, l'enfant était un peu un être passif, c'est-à-dire on le considérait plutôt comme un adulte en devenir. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est un être vraiment actif. C'est une personne à part entière. En dehors de l'aspect affectif, il joue un rôle social, prescripteur, il est écouté, il est entendu. Bref, l'enfant est devenu le noyau central de la famille autour duquel gravite un maximum de monde. Les parents, les grands-parents, les beaux-parents. Il est devenu un peu plus enfant roi que dans les années 60. Ah, c'est tout à fait ça. Ah ouais. C'est l'enfant roi. Tout le monde est autour de lui. On veut lui faire plaisir. Et là, je vous dis, c'est les demi-frères et sœurs, c'est les enfants d'un premier lit, les grands-parents, les beaux-parents jouent beaucoup, un rôle très important. Ça se gère bien, ça, au quotidien? Alors, selon les éducateurs, pour que cette famille d'un nouveau type trouve son équilibre, il faut privilégier les affinités entre les membres du groupe. Mais attention, il faut également préserver l'autorité, la notion d'autorité et le statut de parent. Donc, c'est pas forcément facile. Alors, généralement, on négocie comme on peut entre les membres de la famille. Disons qu'il y a moins de réponses stéréotypées préétablies qu'autrefois. D'accord. Et au niveau législatif, cette fois-ci, est-ce que les droits des enfants ont progressé? Oui, considérablement depuis 89 et la Convention des droits de l'enfant, qui aujourd'hui a droit à une identité, à une nationalité, aux soins familiaux, aux soins médicaux, à l'éducation. Évidemment, il est protégé également contre les mauvais traitements et la discrimination. Et tiens, puisqu'on est en ce jour de Téléthon, on peut se demander ce qui a changé pour les familles qui ont des enfants handicapés ou souffrant, par exemple, d'une myopathie. Tiens. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le nombre d'enfants handicapés scolarisés a doublé en 10 ans, avec pratiquement 311 000 élèves pour la rentrée 2013. Et la plupart de ces enfants suivent leur scolarité dans un établissement ordinaire, comme tout le monde. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est le principe de l'école inclusive mise en place en 2013, la même école pour tous. Et si jamais le handicap ne permet pas une école, même dans un établissement, une scolarisation, même dans un établissement spécialisé, aujourd'hui, un enseignant peut se rendre à domicile. Et en dehors de l'école? Alors, en dehors de l'école, il y a une loi de 2014 qui permet aux salariés d'une entreprise de renoncer à des jours de congé au profit d'un autre salarié de la même entreprise qui aurait un enfant. Alors, un enfant malade, par exemple, ou handicapé, ou accidenté. Un enfant dont la situation nécessite vraiment une présence soutenue à la maison. Donc, pour conclure, je dirais que globalement, la situation s'améliore et qu'aujourd'hui, les différents types de différences sont mieux pris en compte dans notre société. Merci Isabelle. Pour la dernière escale du jour, on part à Jérusalem, où nous attend Franck Genozo.
Ce matin, on va s'intéresser à un type de famille dont on ne connaît pas très bien le fonctionnement. Ce sont les familles juives orthodoxes. Et pour nous en parler, Franck, vous avez choisi un lieu hautement symbolique. Lequel? Bonjour. Bonjour William et bonjour à tous. Nous avons effectivement choisi de poser ce matin notre caméra dans le lieu le plus sacré pour les Juifs du monde entier, le fameux mur des Lamentations qui se situe à peine quelques dizaines de mètres juste derrière moi, avec ce matin ici, comme souvent, une certaine agitation, avec d'un côté des touristes venus du monde entier, quelle que soit leur confession d'ailleurs, pour admirer, contempler cet impressionnant morceau de l'histoire de Jérusalem, et de l'autre des familles juives non pratiquantes ou pratiquantes, des orthodoxes, des ultra-orthodoxes. Alors, c'est vrai qu'il est parfois compliqué de faire rentrer une équipe de reportage et une caméra dans les foyers orthodoxes. Il y a toujours une forme de pudeur, mais certaines familles, de plus en plus, ont envie d'ouvrir leurs portes pour montrer au grand public ce qui se passe à l'intérieur de ce monde finalement assez méconnu. L'une d'entre elles, l'une de ces familles, a accepté de nous accueillir l'espace de 2 jours à Tel Aviv. Voyez le reportage préparé par Maxime Pérez et Ofset Nalbandian. Tel Aviv à l'aube se réveille en douceur. Mais chez les Attal, c'est déjà le branle-bas de combat. Allez, viens, on va se laver le visage, on va se coiffer. Hana, la maman, veille à préparer les enfants pour l'école. La tâche n'est pas simple, car une famille juive orthodoxe, c'est souvent une famille nombreuse. Si on se réveille tôt, vers 6h15, ça va, on a le temps. On a le temps de les mettre à table, de les habiller tranquilles et tout. Et ils descendent à 7h, donc ça va. Et si on se réveille un peu plus tard, ben oui, c'est un peu plus la course. Mais bon, on y arrive, grâce à Dieu, ça va. À 38 ans, Hana compte 7 enfants, 4 à gérer au quotidien, car ses 3 aînés sont en pension, à l'école religieuse. Au moment du petit déjeuner, les plus petits récitent tant bien que mal la prière du matin. Vous allez jouer avec Shmuel? Et puis papa arrive, on y va, d'accord? Papa est à la synagogue, sa deuxième maison en quelque sorte, car Mendy Attal est le rabbin de la petite communauté francophone de Tel Aviv. 2 fois par jour, il dirige l'office religieux. Ce sont les dons des fidèles, en grande partie, qui lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille. Rien d'étonnant donc de retrouver Mendy et son épouse dans ce supermarché strictement cachère. Avec 7 enfants à charge, pas de petites provisions. Il faut tout acheter en grande quantité. Là, c'est des courses basiques. On va pas faire un gros plein. Les gros pleins, c'est presque 2 caddies. C'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, la note s'élève à 1300 shekels, soit environ 320 €. De quoi tenir une semaine pour la famille Attal. Merci beaucoup. Mais acheter strictement cachère ne règle pas tous les problèmes. Dans une famille orthodoxe, il y a des règles strictes et ça concerne aussi le réfrigérateur. Quand on est pratiquant, on fait attention de ne pas mélanger le lait et la viande. Mais dans le frigidaire, pour pas qu'on arrive à mélanger, on essaye de départager, de faire en sorte que le laitage soit dans un côté et qu'il reste dans le même endroit, et la viande qui soit dans une autre étagère. Ces contraintes, Hana s'en accommode dans sa cuisine. Et quand il s'agit de nourrir ses petits protégés, elle excelle. Pour ce soir, le repas, des petits pois, du riz, des boulettes de poisson. En même temps, je prépare le goûter. Les enfants qui reviennent, qui vont être affamés. Donc on leur fait des gâteaux, qui seront en partie aussi des gâteaux pour Shabbat. Il est très rare qu'une famille religieuse accepte de révéler son intimité. En Israël, la communauté juive orthodoxe est souvent jugée fermée, accusée de vivre au crochet de l'État, quand ce n'est pas en autarcie, comme à Jérusalem. Et pourtant, le public s'y intéresse. Il s'est récemment passionné pour une série à succès sur une famille orthodoxe et les aventures amoureuses d'un jeune homme, Akiba, qui tente de bousculer certains codes. En fin d'après-midi, c'est l'heure des retrouvailles avec les aînés. En quelques minutes, tous les enfants sont réunis pour le plus grand bonheur de leurs parents. La famille se retrouve autour d'un copieux goûter. Mendy n'en oublie pas l'essentiel. Faire réciter la bénédiction à son petit dernier. Puis quitte quelques instants son costume de rabbin pour celui de footballeur avec ses garçons. Donc on est 7, avec les parents ça fait 9, il en faut encore 2 peut-être, ou encore 3. On fera une belle équipe.
À la maison, derniers instants de détente en musique, car dans quelques heures c'est Shabbat, un jour consacré au repos et à la spiritualité. Une tranquillité que les caméras, même les mieux intentionnées, sont priées de ne pas venir troubler. Franck, est-ce que les familles juives orthodoxes, comme on vient de le voir là, s'impliquent dans la vie du pays? Je pense notamment à la vie politique. Oui, ils se sont progressivement organisés en partis politiques. Ils ont par exemple des députés et ils participent même à l'actuel gouvernement israélien. Et cela ne manque pas de créer des frictions avec les laïcs israéliens qui, eux, par exemple, souhaitent continuer à avoir l'autorisation d'aller au cinéma ou d'aller voir un match de football le samedi, le fameux jour du Shabbat considéré par les orthodoxes et les ultra-orthodoxes comme un jour de repos sacré. À l'heure actuelle, les laïcs israéliens sont toujours majoritaires, mais les orthodoxes et les ultra-orthodoxes font davantage d'enfants. Alors le rapport de force devrait logiquement, d'ici 20 à 30 ans, s'inverser. Voilà qui aura un impact forcément majeur sur la vie économique et sur la vie politique de l'État d'Israël. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Franck. À bientôt dans Télématin. Madame, monsieur, la réunion de famille touche à sa fin. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur le modèle familial au-delà de nos frontières. Et la semaine prochaine, autre thème. Nos amis, les bêtes seront à l'honneur. Alors, quelle place occupent les animaux chez nos voisins, proches ou lointains? Vous allez être surpris. Dans quel pays sont-ils choyés, dorlotés, bichonnés, plus que chez nous? On verra. Y a-t-il des lois qui les protègent ailleurs? Que de bonnes questions. À samedi prochain pour une émission très bestiale. Alors, croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se donne rendez-vous lundi. En attendant, n'oubliez pas, le Téléthon, ça continue. Vous avez rendez-vous dans quelques minutes avec Sophie Davant, Laura du Web et Laurent Luyat, entre autres. Bon week-end, donc, sur France 2. La famille chez nous est devenue un vrai marché sur Internet. C'est plutôt, quoi, c'est récent, non? Oui, un marché financier non négligeable, mais relativement récent. Vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on va trouver concernant nos familles sur Internet? Nous allons trouver du coaching. C'est ce qui va très très bien marcher. Aujourd'hui, on se coach pour tout. Eh bien, on se coach pour la famille, en tout cas pour l'organisation de cette famille. Donc, on va trouver beaucoup de sites d'aide au planning, William. Gestion du budget, gestion des gardes, des activités. On va trouver des choses comme Family Facility ou cette appli qui s'appelle Planiclick, très prisée dans les familles, qui va planifier et centraliser en un seul endroit toutes les activités et les horaires de chacun. Alors, il faut savoir aussi, William, que Internet s'invite vraiment dans la famille et du coup va représenter un nouveau défi éducatif. Il va carrément changer la communication et les modes de détente dans une famille avec tous ces écrans dans une même maison. Aujourd'hui, nos enfants passent 900 heures à l'école et 1200 heures par an devant des écrans. Donc, même s'il existe sur Internet, comme on l'a déjà vu, des sites et des conseils pour la sécurité de nos enfants sur Internet, aucun système technique de contrôle ou de filtre ne remplacera jamais le dialogue de responsabilisation de votre enfant à l'usage du web. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez des sites à nous conseiller pour, je ne sais pas, bien organiser sa vie de famille pour tous ceux qui n'auraient pas d'idée à ce sujet-là? Alors, pour tous ceux qui n'auraient pas d'idée à ce sujet-là, il existe, oui, des sites totalement consacrés à la famille, comme celui-ci, easytribu.com. Sur ces sites, on va se rencontrer entre familles. C'est des sites communautaires pour échanger sur son expérience. Alors, évidemment, ils ne s'engagent pas à vous sauver la vie, mais ce sont de très bons conseils dans tous les domaines. Alors, vous avez EasyTribu, vous avez MyFamily, qui est très, très bien aussi, .com. Les parents vont se tourner vers ces sites vraiment pour parler, pour discuter, pour échanger. Et vous avez celui-ci aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle 3etplus.com. Alors comme son nom l'indique, là pour le coup c'est pour les familles nombreuses. Moteur de recherche, idée, vous allez pouvoir avoir tous les bons plans pour pouvoir trouver des choses quand vous êtes plus que 3. Très bien, bonne chance.